Depuis février, grâce aux éditions Piranha, les lecteurs francophones ont à nouveau accès à l'un des meilleurs romans de Trollope, La ferme d'Orlais, dont une traduction française avait été publiée en 1865. Pour l'occasion, le texte a été légèrement toiletté pour le rendre conforme aux usages modernes en la matière. Les personnages ont retrouvé leur prénom anglais, que le traducteur anonyme du XIXe siècle avait systématiquement francisé. Les sommes converties en francs ont été rétablies en livres, shillings et pence, et certaines tournures grammaticales ont été revues. Cette traduction, de très bonne tenue, était anonyme, mais on peut supposer que, selon l'usage de l'époque, elle avait été réalisée par un des collaborateurs de la Revue nationale et étrangère qui l'a publiée en feuilleton. Il est même permis de l'attribuer, de façon hypothétique, à Caroline Bertin, comtesse de Peyronnet, qui, sous le pseudonyme d'Horace de Lagardille, fait paraître peu auparavant, dans le même périodique, un de ses articles intitulé Causeries parisiennes, dans lequel elle déclare avoir lu La ferme d'Orlais en version originale. Paru en Angleterre en 1862, La ferme d'Orlais est le 11e roman d'Anthony Trollope et celui dont il considérait l'intrigue comme la meilleure qu'il ait conçue, même s'il pensait que le véritable mérite d'une fiction résidait plutôt dans la façon d'y faire vivre les protagonistes. Dans ce roman, il est question d'un testament contesté, une première fois à la mort du testateur, puis à nouveau 20 ans après, la veuve et héritière du défunt étant soupçonnée d'avoir fabriqué un faux document. Autour de Lady Mason, l'accusée, superbe portrait de femme, gravite toute une constellation de personnages. Juristes, avocats, juges, leurs épouses et leurs enfants, qui permettent tous les rebondissements et toutes les intrigues secondaires auxquelles les lecteurs de l'époque victorienne étaient habitués. Dans son autobiographie, Trollope précise également que ce roman lui était cher et que lui étaient particulièrement chères ses illustrations par Millet, les meilleures que j'ai vues dans un roman, toutes langues confondues. C'est là que le lecteur français est en droit d'être surpris. Millet, que peut-il y avoir de commun entre le peintre de la célébrissime Ophélie et l'univers de Trollope, de ses romans qui dépeignent les milieux ecclésiastiques provinciaux, dans la série des Chroniques de Barchester, ou la vie politique londonienne, dans le cycle articulé autour du Premier ministre Plantagenet Palliser. Et pourtant, si, il s'agit bien du même artiste, l'un des fondateurs de la confrérie préraphaélite avec Dante Gabriel Rossetti. Comment en est-il arrivé là? C'est ce que nous allons voir. Anthony Trollope naît à Londres en 1815, alors que les guerres napoléoniennes prennent fin. Son père, avocat raté, multiplie les spéculations hasardeuses. Anthony est envoyé dans de prestigieuses écoles privées, où il a du mal à s'intégrer à cause de la pauvreté de sa famille. C'est finalement Mrs. Trollope, sa mère, qui fera bouillir la marmite en se lançant dans la carrière littéraire. D'abord avec un ouvrage documentaire sur les mœurs américaines, puis en tant que romancière. Poursuivi pour dette, le père doit quitter l'Angleterre et sa famille s'installe en Belgique. Cependant, peu auparavant, en 1834, grâce aux relations de sa mère, Anthony Trollope est devenu fonctionnaire des postes. En 1841, il est envoyé en Irlande, où il vivra jusqu'en 1859. Dans le cadre professionnel, il recommande en 1852 l'introduction en Angleterre des célèbres boîtes aux lettres rondes du modèle Pillar Box, qui furent d'abord vertes avant de devenir rouges en 1874. John Everett Millais naît en 1829 à Southampton. Ses dons évidents pour le dessin lui valent d'être admis à la Royal Academy of Arts alors qu'il n'a que 11 ans, en 1840. À 19 ans, avec ses jeunes condisciples et amis William Holman Hunt et Dante Gabriel Rossetti, il crée une sorte de société secrète qui prétend rejeter les enseignements de la Royal Academy. C'est la confrérie préraphaélite, dont les membres soumettent leurs œuvres l'année suivante au salon annuel. En 1849, donc, Millais se fait remarquer avec Lorenzo et Isabella, d'après un conte de Boccace. En 1850, il remporte un succès de scandale avec Le Christ dans la maison de ses parents, que Charles Dickens dénonce comme un prodige de laideur. Quant à l'Ophélie,
dont on parlait tout à l'heure, elle est exposée l'année suivante. En 1847-1848, Anthony Trollope publie ses premiers romans, tous deux situés en Irlande. Le succès ne lui vient qu'en 1855 avec Le Directeur et surtout avec sa suite, Les Tours de Barchester, paru en 1857. Très productif dès lors qu'il a trouvé sa voie, le nouveau venu s'impose bientôt comme une valeur sûre qui publie chaque année plusieurs romans au point de pratiquement saturer le marché. Millay a très vite bénéficié du soutien de John Ruskin, éminent critique d'art. En 1853, il réalise en Écosse un portrait de ce protecteur, son défenseur. Pendant ce voyage en Écosse, Euphemia, Effie pour les intimes, la jeune épouse de Ruskin, ne reste pas insensible au charme du jeune peintre. Et l'année suivante, le mariage de Ruskin est annulé pour non-consommation. En 1855, Millay épouse Effie. Ils auront 8 enfants entre 1856 et 1868. Dès lors, les conditions d'existence de l'artiste se transforment. Il se rend compte qu'il doit changer sa manière de travailler s'il veut pouvoir nourrir sa famille. La méticulosité pré-raphaélite imposait une élaboration très lente. Millay doit désormais peindre vite, et il adopte donc une facture beaucoup plus large. Il se met à peindre de plus en plus de portraits et accepte des commandes commerciales, notamment dans le monde de l'édition. C'est en 1860 que Trollope et Millay sont présentés. Et c'est en avril de cette année-là qu'est publiée dans le Cornhill Magazine la première illustration de l'artiste pour un roman de Trollope. Le presbytère de Framley est le 4e de la série des Chroniques du Barset, et Millay produit en tout 6 images pour ce texte. Dès le mois de juin, cependant, un premier couac se produit, avec l'illustration intitulée « N'était-ce pas un mensonge ?» Was it not a lie ? On voit l'héroïne qui pleure sur son lit, vêtue d'une très volumineuse crinoline à volant, et Trollope estime que le peintre a voulu le ridiculiser. Heureusement, tout s'arrange par la suite, et Millay proposera une traduction visuelle plus sobre, plus proche de l'univers trollopien. La collaboration des deux hommes durera jusqu'en 1868, soit un peu moins d'une décennie, pendant laquelle Millay réalise, selon les calculs du romancier, 87 dessins pour illustrer ses œuvres. La ferme d'Orlais représente près de la moitié de cette production, puisque le roman, d'abord publié sous la forme de 20 fascicules mensuels, puis en 2 volumes, s'accompagnait de 40 planches hors texte. Le bâtiment qui donne son nom à l'ouvrage, ancienne ferme peu à peu agrandie de manière plus ou moins cohérente, est en réalité celui dans lequel Trollope passa toute une partie de son enfance, bâtiment agrandi par le père de Trollope, et que Millay représenta très fidèlement pour ce qui allait devenir le frontispice du premier volume de La ferme d'Orlais. Ce qui peut d'abord frapper, lorsqu'on regarde cette quarantaine d'images, c'est le nombre de fois où Millay a choisi de montrer les personnages de dos, ou au mieux de 3/4, de dissimuler leur visage, dans des compositions qui paraissent parfois presque maladroites, et où les robes des femmes en viennent à occuper presque toute la place. À moins qu'il n'ait voulu donner un côté photographique à ces scènes, comme si elles étaient saisies sur le vif par un objectif, et non composées par l'œil d'un peintre. Par ailleurs, il privilégie des moments statiques où les personnages sont immobiles, debout ou assis. Il traduit rarement l'agitation ou le mouvement. Même la scène de chasse qu'il représente est assez placide. La seule exception à cette règle est finalement l'image qui évoque les jeux de Noël, décrits dans l'un des 4 chapitres successifs évoquant les fêtes de fin d'année dans 4 maisons différentes. Même s'il est difficile de déterminer ce qui revient à l'artiste et ce qui revient au graveur qui transcrivait son dessin, on remarque aussi que Millay dessine à grands traits, que ses illustrations ont souvent un côté beaucoup moins fini que ce qu'il avait produit au cours des années 1850, du temps où il était un authentique pré-raphaélite. Seule l'image représentant un groupe de personnages comiques, des représentants de commerce, renoue avec la finesse de traits d'autrefois pour un résultat presque comparable au dessin satirique que Millay a pu produire dans les années 1850. Heureusement, à côté d'illustrations qui peuvent paraître un peu bâclées, et l'on sait que Millay trouvait cette tâche parfois un peu pesante,
l'artiste s'est donné plus de mal pour représenter les personnages les plus importants. Millais s'est efforcé, notamment, de traduire la souffrance de Lady Mason à travers la posture de l'héroïne grâce à des effets d'éclairage. Même s'il lui arrive de tomber dans le mélodrame lorsqu'il cherche des gestes expressifs, ses images les plus réussies sont peut-être celles qui associent Lady Mason et son soupirant beaucoup plus âgé, Sir Peregrine Orme. Pour ces deux scènes où on voit les deux personnages réunis, Millais a clairement eu recours à des modèles professionnels qui ont posé dans son atelier. Comme semble d'ailleurs le confirmer, une peinture qu'il exposa en 1862, où l'on croirait retrouver ceux qui ont prêté leurs traits à Sir Peregrine et Lady Mason. Il est intéressant de confronter cette toile à une scène du même genre, peinte 10 ans auparavant. La différence dans les titres est déjà éloquente. En 1852, Millais optait pour un titre interminable, renvoyant très explicitement à un épisode historique, sans doute inspiré par une représentation des Huguenots, l'opéra de Meyerbeer. Un Huguenot, le jour de la Saint-Barthélemy, refuse de se protéger du danger en arborant l'insigne catholique. 10 ans après, Faites-moi confiance, Trust Me en anglais, annonce déjà ces Problem Pictures qui allaient se multiplier dans la deuxième moitié du siècle, sorte de scène de genre où le public était invité à imaginer un drame sous-jacent. Ici, on se demande qui prononce les mots du titre, est-ce l'homme ou est-ce la femme? Sont-ils père et fille ou mari et femme? Et quelle est cette lettre que la femme cache derrière son dos et que l'homme semble réclamer? On remarque aussi la différence de facture. On sait, grâce à son journal intime, qu'en 1852, Millais passa des jours et des jours à peindre les briques du mur du fond pour son Huguenot. En 1862, le décor de Faites-moi confiance est au contraire peint à large touche, sans cette minutie dans la finition qui était la marque des pré-raphaélites. Même sans les illustrations de Millais, La ferme d'Orley n'en est pas moins parfaitement représentatif de l'art d'Anthony Trollope. Un roman solidement construit, rempli de personnages colorés et saupoudré d'un humour discret.